Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Merci de nous préférer sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à ce premier numéro de Regard Croisé, justement. Et je suis très heureux de vous présenter mes invités de cette soirée. Geoffroy Katianga, Kiatanga. Mais avant de vous le retrouver, je vous présente d'abord Ghislain Arouka. Ghislain Arouka est juriste, il est activiste politique également. Ghislain Arouka, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Très bien. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, le plaisir partagé. Voilà. Ceux qui suivent les réseaux sociaux, notamment TikTok, doivent connaître ce visage. Et puis, mon autre invité, je vous le disais, Geoffroy Kiatanga, lui aussi, il est activiste politique, il est juriste également. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir, cher Romuald. Et merci de me recevoir sur votre plateau. Vous allez bien aussi? Ça va très bien. Voilà, en tout cas, lui-même, vous le connaissez bien évidemment sur les réseaux sociaux. Déjà, nous allons aborder avec vous, on va décrypter ensemble. Oui, ça pourrait ressembler peut-être à un live, comme vous le faites si bien sur TikTok, mais c'est un plateau par ici. Ghislain Arouka, déjà, la jeunesse, pour vous, quelle est la lecture, quelle appréhension vous avez de cette couche sociale, notamment au Bénin? Au Bénin, comme dans tout autre État, la jeunesse est le poumon de l'État. C'est le poumon de l'État. Une bonne jeunesse fait un bon État. Une jeunesse émancipée fait un État émancipé. Et partout dans le monde, comme au Bénin. Et pour développer le Bénin, il faut commencer par développer la jeunesse, travailler sur la jeunesse, avoir une bonne qualité de jeunesse et tout cool, comme disait l'autre. Voilà. En tout cas, le 12 août dernier, c'est la journée consacrée à la jeunesse au plan mondial. Déjà, la jeunesse béninoise, comment vous la trouvez, Geoffroy? Non, la jeunesse béninoise, je trouve que c'est une jeunesse combative, une jeunesse résiliente, une jeunesse qui se cherche, comme on le dit dans notre jargon. En tout cas, une jeunesse qui cherche à aller de l'avant et à servir surtout. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes souvent qui sont collés à cette couche juvénile depuis des lustres. Et ça, c'est le partage de toutes les générations. Nous avons souvent parmi nous de mauvaises graines, mais on dit aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les grands de demain. Donc je pense que c'est une jeunesse qui, demain, avec les réalités de son époque, pourra quand même servir ce pays. Et de toute façon, on a toujours cette guerre intergénérationnelle. Les anciens qui trouvent que les jeunes ne sont pas expérimentés, ou ils ne veulent rien faire. Les jeunes qui trouvent que les anciens exagèrent. Oui. Si ce n'était pas comme ça, on allait même s'en inquiéter. Ah bon? Ah oui, bien sûr, parce qu'ils l'ont fait à l'époque avec leur aîné. Donc je pense qu'il y a une soif de la jeunesse à servir et il y a aussi des aînés, une génération qui se demande est-ce qu'ils sont prêts vraiment à venir. C'est tout à fait normal et si ça ne se faisait pas comme ça, ça ne serait pas bien. Voilà. Justement, cette guerre intergénérationnelle, très souvent, entre les anciens et les jeunes. Oui, c'est très légitime. Et comme le disait Geoffroy, si cette guerre n'existait pas, ça nous aurait étonnés. Ouais. Mais je vais revenir sur la question d'expérience qui est toujours évoquée par nos anciens. Oui. L'expérience, on le trouve où? Aux côtés des aînés. Mais si nous ferment les portes, on ira chercher l'expérience où? Je pense que les critiques, tous ceux qui peuvent dire sur la jeunesse, c'est une question d'adaptation. Il y a certains de nos aînés qui ont du mal à s'adapter à nos réalités d'aujourd'hui et c'est normal. Ils vont s'y retrouver. D'accord. Et maintenant, la jeunesse, très souvent, on parle d'émotions, la jeunesse, la vigueur, un certain nombre de choses. Comment arrivez-vous justement à canaliser justement cette vigueur, cette forte vigueur que les jeunes ont? Je pense que la fougue, quand un jeune, il ne faut pas chercher à la tuer. C'est très important.
Mais il faut plutôt la travailler pour que ça soit utilisé à bon escient sur de bons terrains. D'accord. Mais il ne faut pas chercher à canaliser, oui, mais pas tuer. Pas tuer. Oui, mais bien sûr, concernant cette fougue-là, je pense même que, je le dis chaque fois, hein, les plus grands changements, les plus grandes révolutions, la plupart du temps, viennent de la jeunesse. Oui, c'est vrai, regardez un peu dans tous les États. Parce que c'est nous qui avons l'énergie, c'est nous qui avons encore la force, c'est nous qui avons encore les années devant nous pour rêver. Penser notre présent, mais aussi notre futur, ce qui n'est pas le cas d'une certaine génération qui sont déjà au soir de leur vie. Et quand on le dit, ce n'est pas par complaisance, nous-mêmes, nous y viendrons. C'est la marche normale, disons, des peuples ou des nations. Donc, cette fougue, il ne faut pas chercher à la tuer, comme le disait mon ami Ghislain, il faut plutôt chercher à la canaliser. Et vous verrez qu'avec cette énergie, nous ne pourrons que faire ce qui est bien pour une nation. Très bien. La jeunesse et l'activisme politique, nous constatons que l'engagement politique se retrouve également sur les réseaux sociaux. Vous vous appropriez donc les nouvelles technologies, l'avènement de l'intelligence artificielle. Tout va vite aujourd'hui, Ghislain Arouka et puis Geoffroy Kiantanga. Tout va vite, mais vous vous adaptez. Mais bien sûr. Au fait, quand on dit tout va vite, pas pour nous. C'est pour peut-être certaines personnes. Nous, on est totalement à l'aise dedans. Puis c'est quelque chose de notre époque. Nous utilisons les instruments de notre époque pour faire les choses de notre époque. C'est comme pour l'ancienne génération, quand on partageait les idées autour des belotes sur des carrefours, ou bien dans des tracts à l'université, etc. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons Facebook, nous avons TikTok. Voilà là où nous allons nous exprimer pour dire ce que nous pensons de la gestion de notre État. Et écoutez, je pense qu'il faut être content de voir une jeunesse qui ne fait pas que danser, qui ne fait pas que calomnier, parler de la vie des autres, mais une jeunesse quand même qui prend au sérieux la vie politique, administrative, sociale de son pays et qui vient l'exposer sur les réseaux sociaux où des milliers de personnes nous suivent. Voilà, donc ce sera franchement, je vais dire, pas juste ou bien pas intelligent d'utiliser ces canaux de communication par notre génération. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais tout de même vous faire découvrir mes deux invités. Comment avez-vous pu connaître donc TikTok et puis les lives TikTok et tout ça? Comment vous avez fait vos débuts? Vous pouvez nous rappeler, Ghislain Arouka? Moi, je suis venu sur TikTok en 2019. Après les événements malheureux des législatives de 2019. D'accord. C'est en ce moment que je suis venu sur TikTok. Maintenant, les lives... Ça fait quand même 7 ans. Hein? 7 ans, ça fait 7 ans. Donc, vous êtes vieux de 7 ans. Sur les réseaux. C'est un doyen. TikTok. Et donc, pour les lives, je l'avoue, c'est grâce à Geoffroy. Il m'a dit, fais les lives aussi, il faut faire les lives. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Et on en profite. C'est pour nous, c'est un instrument de notre époque. Et pour parler de l'activisme, moi je pense quand même que la jeunesse béninoise n'est pas assez active. Ah, d'accord. Pourquoi vous estimez que la jeunesse n'est pas active? On n'est pas active parce que assez de jeunes ne prennent pas parole. C'est parce que nous sommes permanents, peut-être la fougue. On peut constater qu'il y a du monde. Mais aujourd'hui, si on doit parler de statistiques, est-ce que vous êtes capable de me citer 20 jeunes béninois qui parlent politique? Ça, c'est vrai. Vous aurez un peu de difficultés, mais on a l'impression que toute la jeunesse parle politique. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il faut que les jeunes prennent parole. C'est vrai, c'est le rôle des partis politiques qui étaient censés avoir des écoles du militantisme enseignées. Bon, certains ont des écoles, hein. Certains partis politiques ont des écoles de partis. Mais on ne voit pas leurs produits sur le terrain, malheureusement. Parce que si vous faites le constat, tous les jeunes activistes politiques sur les réseaux, la majorité ne sont pas membres de partis politiques. D'accord. Mais vous aimez la chose politique? Moi, j'aime... Tout le monde, ça doit nous intéresser parce que tout part de la politique. On ne dit pas de faire la politique, mais il faut s'intéresser à la gestion de l'État, à tout ce qui nous concerne. C'est la seule chose qui nous appartient à nous tous, la politique. La politique peut décider de comment tu dois respirer. Tout à fait. Et puis, de comment tu vas manger aussi. Bien sûr. Voilà. Bon, très bien. Vous êtes venu à tout ceci quand lui dit que depuis 7 ans, c'est sûr que vous êtes vieux. Non, bon, moi, il faut dire que j'ai commencé depuis Facebook à écrire bien avant 2016.
Et c'était d'ailleurs l'exitoire de toute la jeunesse. Okay. On était un peu suivis, mais après j'ai pris un peu de recul. Et puis en 2021, je vois qu'il y a un réseau social qu'on appelle TikTok. Puis j'ai suivi ça un peu sans trop m'afficher encore. Je me suis mis à observer, mais à partir de 2023, j'ai décidé vraiment de m'y lancer. Et j'ai compris que quand je fais des contenus, c'était un réseau social très viral, qui pouvait toucher beaucoup de personnes et toutes les couches de la société. Et à part les contenus, j'ai compris aussi qu'il y avait une capacité, ou bien il y avait une option qu'on appelle les lives, où vous pouvez être en direct et parler directement avec ceux qui vous suivent. Je me suis dit, mais tiens, j'aime parler de la politique, j'aime parler de la gestion de mon pays, pourquoi ne pas se lancer? Et voilà, aujourd'hui, nous sommes suivis par des milliers de personnes. Notre voix compte un tout petit peu, et voilà, nous nous sommes engouffrés, et aujourd'hui, nous en sommes là. Et justement, quand on parle de live TikTok, pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, véritablement, est-ce qu'il faut une éducation à ça d'abord avant de s'y lancer? Parce que c'est toute une planification. Mais bien sûr. Et vous savez, à César, ce qu'il y a à César. Hein. Par exemple, sur TikTok, il y a un des précurseurs qu'on appelle Habib Arandessi, qui a mené des lives politiques. Pendant qu'à l'époque, quand vous allez sur TikTok, vous voyez seulement des challenges, des danses, où il y avait un peu de n'importe quoi. Des déviances. Voilà, il s'est dit, j'amène des lives politiques pour qu'on ne commence pas à parler du sérieux. Voilà, donc il faut avouer qu'il a été un précurseur. Il y a des personnes comme Armand, qui chaque fois sur aussi des panels, il parle de politique. Donc, oui, le sérieux d'un live, ça dépend aussi de l'éducation de l'hôte. D'accord. Vous voyez, en fait, vous appelez hôte celui qui fait le live, celui qui reçoit des personnes, mais celui qui anime son live. Si vous avez un hôte qui n'a pas de matière, il y aura un live sans matière. Et vous savez, les réseaux sont tellement, comment il va dire, rigoureux. Même quand on pense que c'est désordonné. Si quelqu'un vient sur votre live et voit que quelque chose d'inintéressant se passe, il zappe. Et personne ne vous suit. Mais quand il y a 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 3000, 4000 personnes qui restent et qui suivent votre live, c'est que vous faites du contenu sérieux. Alors, on s'auto-éduque parce qu'il n'y a pas encore une école, c'est encore nouveau. Donc, on apprend au jour le jour et puis on se peaufine, on fait des trucs quand même sérieux. Sur mon panel, par exemple, nous avons pu recevoir le porte-parole du gouvernement d'alors, M. Wilfried Léandre. C'est dit jusqu'à quel point il y a du sérieux qui se fait. Bon, il est toujours porte-parole, mais vous... Non, il est ministre maintenant. Aujourd'hui, il est ministre porte-parole. Oui, exactement. Alors, après ça, nous avons reçu celui qui s'est finalement... celui qui est devenu finalement le candidat du parti LD, Maître Agbodjo. Donc vous voyez, c'est à cause du sérieux que nous y mettons en tant qu'hôte qui crédibilise de plus en plus ces lives-là et qui fait que voilà, nous sommes suivis. Très bien. Et voilà, je parlais de l'éducation quand même, l'instruction. Je ne vous cache pas, mesdames et messieurs, hein, moi je veux bien faire un stage chez mes amis. Vous serez le bienvenu. Vous serez le bienvenu. Voilà, pour mieux comprendre comment ça se passe. Il y a quand même des recadrages que vous faites, notamment l'autre, un certain nombre de choses. Pour ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas, qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, il faut tout d'abord noter que TikTok, c'est la facilité que nous avons à prendre la parole sur ces réseaux peut te pousser à aller dans la déviance. Et donc, puisque tu es responsable de ce qui se passe sur ton live, il faut de temps en temps ramener tous les intervenants à l'ordre pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parce qu'il y a des possibilités pour pouvoir recadrer, pour pouvoir éjecter. Ah oui, parce que tu as la main pour couper le micro de celui qui parle. Tu as la main de le descendre du live, c'est-à-dire le désactiver. Oui. Il y a tout ça. Très bien. Et même mieux, le réseau social TikTok, par exemple, a en son sein des règles qu'il ne faut pas transgresser. Par exemple, quand vous dites des gros mots, des choses déplacées, automatiquement, il y a un avertissement qui est envoyé, vous êtes descendu du live. Voilà. Et pourquoi, bon, on va passer, mais pourquoi très souvent vous dites donc à ceux qui vous suivent de tapoter par exemple, bon, envoyer des cœurs, tout ça, ça arrive à quoi? Oui, en fait, ça permet de référencier le live et de dire à l'algorithme qu'il y a quelque chose qui se passe ici et qu'il faut faire découvrir ça à plusieurs autres personnes. Voilà pourquoi on dit tapoter massivement et partager ça aux autres pour que nous soyons nombreux.
Okay. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. En tout cas, nous reviendrons plus tard D'accord. pour parler. Mais ça, c'est un coup que je viens de donner. Vous allez me payer après. Ne vous en faites pas, vous êtes notre consultant. D'accord. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons tout de même, vous avez entendu certainement sur nos antennes que des anciens ou de la presse s'est offusqué du fait que justement sur Internet, notamment dans l'engagement politique, il y avait quelque peu de déviance, voilà, manque de compétences, un certain nombre de choses. C'est vrai, c'est allé très vite. On ne va pas revenir faire le débat puisqu'on a déjà reçu l'un des vôtres, mais pour dire en quelques mots, justement, cet épisode-là, que diriez-vous, Justin Arouka? Oui, je disais tantôt que la jeunesse béninoise n'est pas aussi engagée en politique que ça. Nous ne prenons pas la parole. Et comme j'ai posé la question tout à l'heure, on est incapable de me citer 20 jeunes aujourd'hui qui sont activement sur les réseaux sociaux pour parler politique. Il n'y en a pas. Vous allez réfléchir avant de pouvoir citer 20. Mais le constat de nos aînés que la jeunesse s'intéresse plus à la politique au lieu d'aller travailler, nous n'avons pas de profil, et on n'a pas d'expérience, on n'a pas du boulot, il faut travailler avant de parler politique. Moi, je pense que ces gens de discours sont antidémocratiques. Dans un pays, tout le monde a droit à la parole. On peut comprendre le fond de la pensée, on peut comprendre la leçon, le conseil que voulait donner l'aîné, mais à un moment donné, les mots l'ont échappé. D'accord, très bien. Oui, Geoffroy Kiatanga. Écoutez, en tout cas, notamment sur votre panel. Oui, effectivement. Et Martin Livre a été mis là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et nous vous remercions d'ailleurs de nous donner encore ce plateau pour pouvoir quand même donner notre point de vue. Vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'entame de l'émission, ce choc générationnel-là. Hein, des fois, il y a des aînés qui n'arrivent pas peut-être à comprendre notre monde. Je suis juriste de formation, je suis un maître dans mon domaine, comme mon copanéliste, M. Ghislain Arouka. C'est un juriste, c'est-à-dire que nous sommes pointus dans notre domaine. Nous ne sommes pas des désœuvrés comme ce que certaines personnes disent. Pas du tout. Vous savez, la politique, c'est une passion aussi. Faire de la politique, faire de l'activisme politique, c'est une passion. Quand on revient le soir à la maison et que nous avons un temps libre, que nous ouvrons nos panels pour pouvoir parler de la gestion de notre État, ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien dans la vie. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas désœuvrés et nous ne sommes pas à la merci de qui que ce soit. Personne ne nous remet de l'argent pour dire allumer des lives. Non. Quand un sujet vous intéresse, vous parlez. Moi, ça m'étonne souvent que les gens ne puissent pas comprendre que nous ayons cet amour, c'est-à-dire qui brûle en nous pour notre pays. Voilà. Donc, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, d'offrir aussi un cadre pour pouvoir s'exprimer. Et nous luttons pour cela, pour que ça continue, pour que nous ne continuions pas à être ce pays démocratique où il y a la liberté d'expression. Tout à l'heure, on disait que, mon copanel disait qu'il n'y a pas assez d'activistes. C'est vrai. Nous sommes combien à parler de politique? Pourquoi on dit que nous sommes des milliers à vivre cela, à faire tout le temps de la politique, à être manipulés? Nous sommes combien en réalité? Nous ne sommes pas nombreux. À peine, si vous voulez citer, vous êtes à peine 10. Et les panels qui tiennent la tête, à peine 2-3. Vous voyez un peu? Donc, ce qui nous a fait peut-être un peu mal, c'est qu'on veut peut-être inhiber cette jeunesse-là pendant que nous travaillons pour que d'autres puissent venir encore. Vous n'avez pas des écoles, des partis politiques. Nous voulons les voir un peu plus actifs dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux pour que nous puissions échanger, quels que soient nos bords. Voilà un peu ce qui peut-être nous avait un peu touché, même si je reconnais que dans le fond, il y a quand même des vérités qui sont dites. Il y a des jeunes peut-être qui ne comprennent pas le jeu ou qui ne sont pas encore assis totalement et qui se font manipuler par certains acteurs politiques ou bien par des partis politiques et puis finalement on les laisse. C'est vrai. Ça là on ne peut pas refuser ça. Mais le ton, la manière dont c'est dit, une certaine même condescendance envers la jeunesse, c'est ça qui nous a un peu choqués et nous avons voulu sortir pour dire ce n'est pas vrai. Et la plupart de ceux qui étaient sur mes panels ont un job, vivent décemment et ont des métiers. Voilà pourquoi on a voulu, on est sorti comme ça et on a dit non, il faut quand même donner un peu de respect à cette jeunesse combative-là qui cherche à aller de l'avant. Très bien. Et puis, la paix des braves Oui, bien sûr, monsieur Romeo, nous sommes en Afrique et vous savez, quoi qu'on dise, nous sommes des Africains, nous sommes des jeunes béninois, nous avons une éducation et nous reconnaissons quand même la place de ceux qui ont déjà des cheveux grisonnants et des barbes blanches. Et nous ne pourrons jamais aller en confrontation directe avec eux. Et on a voulu juste montrer que, bon, nous sommes là.
et que, bon, des fois, il faut nous prendre en considération. Si nos propos sont allés un peu loin, nous demandons à l'aîné dont il est question de nous en excuser. Et nous profitons de votre disons, oui, non du panel, mais de votre plateau, hein, pour lui reporter son boubou blanc. Voilà. Bon, je n'ai pas bien compris. Son boubou blanc, ça suffit. Oui, bon, vous savez, la clarté de la couleur blanche, l'immaculée, montre que voilà, il est d'un certain âge, voilà, il est d'un certain titre, et qu'il mérite quand même respect. Voilà. Et de comprendre, hein, que c'est le game. Sur les réseaux sociaux, des fois, ça peut aller à tort et à travers. Et l'année dont vous parlez, il n'est pas nouveau, parce que chaque fois, il est avec nous. Il sait comment ça se passe, des fois, il rentre même dans le jeu. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs que ça nous a touché quand il est sorti comme ça sur nous. Parce qu'on s'est dit, voilà, un aîné qui a compris notre monde et qui est chaque fois avec nous. Voilà pourquoi on arrive comme ça. Mais voilà, on met la balle. C'est passé. C'est passé. Oui, c'est passé, comme le disait Geoffroy. Et ce qui nous a touchés, c'est parce que c'était un aîné papa qui partageait la place avec nous, et du jour au lendemain, on le voit à la télé. Parce que nous, on donne toujours du respect à la télé. On le voit sur un plateau télé, nous traiter avec ces mots. Et donc, ce que je voulais dire, on n'a pas l'intention de l'offenser. Et comme le disait l'autre, les offenses du fils s'évanouissent au moindre mot de repentir. On n'a pas voulu l'offenser, et que si ça l'a touché, qu'il nous en excuse. Parfait, très bien. Merci, vous êtes brave. Allez, puisque vous aimez la politique, deux sujets. Luc Nyakaga a été porté à la tête de l'Association nationale des communes du Bénin. Oui. En fait, un Luc part, un autre s'installe. Luc Nyakaga, Luc Atropo, voilà. Geoffroy. Non, j'ai eu l'occasion de dire sur un plateau de vos confrères que je suis très content de le voir, hein, à la tête de cette festière des communes. Et c'est un spécialiste de l'urbanisme, hein, de l'environnement, qui vous suivez, il a été ministre dans ce pays et dans ce domaine-là. Donc lui à la tête d'abord de la mairie de Cotonou, c'est excellent. Parce qu'il va continuer par faire briller cette vitrine de notre pays qui est Cotonou, continuer par garder ce statut de ville propre, hein, d'Afrique, et à la tête aussi de cette association des maires, et donner son expérience, que ce soit politique, sur le plan national ou international, parce qu'il a occupé aussi des postes à l'international. Il va essayer quand même de cadrer les gens, en tout cas les permettre de serrer les coudes pour gagner un peu plus de pouvoir au niveau du pouvoir central, qui reste toujours puissant, ça il faut le reconnaître, hein, et dans ce pays. Donc réinventer, hein, la gestion décentralisée de notre État. Donc nous verrons s'ils arrivent à relever le défi. En tout cas, c'est le mal qu'on puisse le souhaiter. Voilà. Luc Nyakaga, président de la NCB. Oui, je pense que monsieur Luc Nyakaga va pouvoir ramener les communes du Bénin, c'est-à-dire la décentralisation, à un autre niveau, parce qu'on l'a déjà connu, que ce soit avec les organisations de la société civile comme acteur politique. Il a montré de quoi il est capable, qu'aujourd'hui les communes peuvent s'identifier, peuvent s'affirmer, et comme c'est l'idée, être beaucoup plus proche de la population, des citoyens, afin qu'on puisse les identifier bien écartés de l'État central. Très bien. On est en train de parler quand même plus d'une dizaine d'années à la tête de la NCB pour Luc Atropo. Luc Atropo, voilà, on l'a connu maire de Boycon, maire de Cotonou par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui député, mais à la tête de la NCB, on a quand même connu justement son emprise. Oui, mais au vu de ce qu'il a démontré et ce qui lui a fait sa place à Cotonou, ce qu'il a démontré à Boycon jusqu'à Cotonou, à la tête de l'association des communes du Bénin, il a fait son boulot. Mais aujourd'hui, avec son homo, Luc encore, je pense qu'on va connaître meilleur. Et c'est ce qu'il souhaite. D'accord, j'espère qu'il ne faut pas être forcément Luc pour remplacer l'autre. Non, pas forcément. Je pense que c'est une coïncidence de destin. Sinon, bon, vous savez, c'est Romuald Wadagne qui est au pouvoir. Entre Romuald, quand Romuald, il peut le remplacer. Pourquoi pas. Luc Atropo quand même. Oui, Luc Atropo. Vous savez, moi j'ai connu M. Luc Atropo quand il était maire de Boycon.
Sincèrement, il a fait du bon boulot. Hein. Quand vous allez demander jusqu'à aujourd'hui aux bonnes dames des marchés de Boycon, ils vous disent que eux, ceux qui connaissent, c'est Luc Atropo. C'est dit que quand vous travaillez, vous serez toujours reconnu. Et c'est ce que nous demandons à nos hommes politiques. Hein. C'est des exemples à suivre. Après, il est venu tomber dans la grande mare de Cotonou. Ça a été difficile au départ, mais finalement, vous savez, il s'est adapté comme le grand homme qu'il est. Et il a continué par travailler ensemble avec l'État central. Et Cotonou est ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez comment on est content aujourd'hui sur les réseaux sociaux, justement, de vanter Cotonou quand il pleut, de comparer même notre ville par rapport aux autres villes concernant les inondations. Alors aujourd'hui, Luc et Nyakadia qui le remplace, j'espère qu'il va continuer dedans. Et comme j'ai dit, réinventer la gestion décentralisée de nos communes. Pourquoi? Parce que vous savez, avec ce challenge où l'État central est toujours là, et surtout à la nomination des SE désormais, oui, il va falloir savoir comment impulser une politique qui cadre quand même avec le développement général de notre pays. Et quels sont les défis qui attendent quand même les communes? Parce qu'on sait que l'ANCB a énormément un réseau relationnel également pour des investissements, pour des soutiens pour les communes. Mais quels sont les chantiers urgents pour nos communes aujourd'hui? D'abord, comme je disais tout à l'heure, Ghislain, en finissant, c'est pouvoir se faire remarquer dans un contexte où l'État central reste toujours puissant. Pouvoir se démarquer. Avoir des partenariats à l'extérieur, ramener des investisseurs dans chaque commune et continuer par gérer ce que l'État central fait. C'est-à-dire les marchés, la gestion des déchets, des infrastructures, pour que les communes continuent par se développer. Parce que si jamais on vous fait les plus beaux bâtisses, les plus belles infrastructures dans votre commune et que vous ne gérez pas ça correctement, dans 2-3 ans, vous reculez pendant que d'autres évoluent. Donc voilà les défis qui attendent cette association et chaque maire. Et je rappelle que Luc Nyakadia à la tête ne veut pas dire maire de toutes les communes. Chacun reste à relever ce défi dans sa commune. Très bien. Les défis pour vous? Oui, les défis. Tout d'abord, j'ai dit que les maires ou bien les maires de chaque commune doivent s'intéresser plus à ce qui se passe dans chaque contrée de leur commune. Ils doivent être beaucoup plus proches des populations parce que chez moi, par exemple, dans les collines, on voit le maire comme un employé du président. On n'arrive pas à détacher la commune. En fait, certains le voient comme ça, vraiment? Oui, oui. Oui, quand on voit un acte posé par la mairie, par exemple, personne ne voit le maire, personne ne voit la commune. On voit directement que c'est même ceux qui sont dans les marchés, les agents de la mairie qui sont dans les marchés, c'est le président qui les a envoyés. C'est parce que la population béninoise, les citoyens béninois ne savent pas, ne remarquent pas, ne respirent pas les mairies. Très bien, très bien. En tout cas, c'est quelque chose d'important que dit Arouka, parce que si vous êtes maire et vous ne laissez pas vos empreintes au thème de votre mandat, franchement... Non, je pense que c'est aussi lié à l'histoire politique ou l'histoire administrative aussi de notre pays. Pendant longtemps, tout a été centralisé. Et voilà, et il y a aussi une grosse communication autour des infrastructures, en tout cas des actions du gouvernement central. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quant au renouvellement, ou disons à se lancer ce défi d'être un peu plus impactant dans chaque municipalité. Ça veut dire quoi? Que désormais les maires doivent avoir même des services de communication pour pouvoir parler à leur population, avoir une stratégie de communication pour pouvoir montrer que nous sommes des élus. Bon, vous savez que nous ne sommes pas nommés. La communication aujourd'hui, ce sont les secrétaires exécutifs qui s'en occupent. Mais bien sûr, mais dans un commun accord, c'est ça que je dis. Quand vous lisez les textes, le secrétaire exécutif n'est pas en concurrence avec le maire, non. Pendant que le maire est une autorité politique voilà, qui impulse les choses. Donc, je pense qu'il doit pouvoir être dynamique et se réinventer pour pouvoir montrer que c'est lui qui fait les choses, que c'est lui qui impulse les choses. En tout cas, c'est ça où vous risquez de ne plus être élu la prochaine fois. Parce que c'est des politiques qu'il ne faut pas oublier. Exactement, exactement. En tout cas, nous souhaitons plein succès à Luc Nyakadia à la tête donc, de l'Association nationale des communes du Bénin, surtout pour cette longévité de Luc Atropo. Voilà, il faut pouvoir montrer que oui, il ne faut pas effacer Luc Atropo, mais
montrer qu'il y a une marque également de Luc Nyakadia. Il faut faire mieux. Tout à fait, très bien. Et nous allons finir, avant de vous laisser partir. Vous savez que le Conseil économique et social donc, a lancé le processus d'élaboration donc, de son plan stratégique 2027-2031. Voilà, c'était jeudi dernier seulement. Et puis, donc, le CES va disposer de sa feuille de route pour ce quinquennat. Véritablement, comment trouvez-vous cette approche du CES? Oui, comme le disait le président Abdoulaye Biotchane lui-même, dit ne pas planifier, c'est planifier son échec. Et je pense que c'est déjà un bon début. Le président ABT va encore montrer son intellectualisme, sa discipline partout où il passe. Et voilà, je pense qu'il a trouvé son chemin, comme tout le Bénin a trouvé son chemin depuis quelques années. Très bien. Plan stratégique, une institution de la République qui a mis en place donc, cette approche-là pour avoir sa feuille de route. Une institution constitutionnelle surtout. Tout à fait. Alors, pendant longtemps, le CES était considéré comme... une institution budgétivore. Et puis certains avaient appelé même à sa révocation. Oui. Vous voyez, à supprimer ça. Exactement. On considérait qu'on envoyait des politiques à la retraite là-bas pour les récompenser, tout ça. Mais vous allez voir que depuis un certain moment, ils commencent pas à être vraiment présents dans le quotidien des Béninois. Surtout avec le président qui est passé. Moi, j'étais surpris de voir qu'il venait dans la sensibilisation pour l'utilisation des sachets, contre l'utilisation des sachets, dans l'hygiène sanitaire, sexuelle, etc. C'est dire qu'ils ont encore un rôle. Et aujourd'hui, avec Abdoulaye Biotchane à la tête de cette institution, je pense qu'un technocrate de son rang ne va que faire briller encore cette institution et nous montrer qu'elle n'a jamais été inutile. Donc voilà, donc on attend de voir que ce défi-là soit relevé. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a désormais le médiateur, le rôle de la médiation, le médiateur de la République qui est confié au vice-président. Donc ça donne encore une autre envergure à cette institution qui va marquer les années à venir dans tous les domaines. Très bien. Et puis, est-ce que c'est une orientation pour les autres institutions de la République? Oui, c'est une orientation, et je voudrais aussi souligner qu'aujourd'hui, vu la composition de nos institutions, le CES se montre aujourd'hui comme l'institution qui représente plus le peuple béninois, la plus représentative. L'Assemblée nationale représente... Oui, je représente, mais aujourd'hui, le CES regroupe toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales. Tout à fait. L'artisanat, la culture, voilà, effectivement. Voilà, de l'agriculture. Je pense que toutes les institutions de la République devraient aller, aussi petites qu'ils soient, parce que les institutions, ça part de la famille, doivent aller à l'école du président Abdoulaye Biotchane, avoir un plan stratégique, et un programme, et je pense qu'avec cette discipline-là, on va tous s'y retrouver. Tout à fait, parce que c'est une boussole, et vous l'avez bien dit, planifier ou ne pas planifier, c'est planifier son échec. Et là c'est pour tout le monde, même chez vous. Si vous ne planifiez pas, c'est que vous planifiez votre échec. Et pour ne pas planifier son échec, alors il faut planifier. Il faut planifier. Tout simplement. Très bientôt, le programme d'action du gouvernement, donc du président Romuald Wadani, vous savez que on connaît le projet de société, mais il faut pouvoir le convertir en programme d'action du gouvernement. Bien sûr. Et même par rapport au CS tout à l'heure, vous savez, il est important que les institutions sortent désormais, disons, un programme. Un plan stratégique. Oui, un plan stratégique. Et moi, je fais ce jeu depuis un certain moment avec le projet de société du candidat d'alors, Romuald Wadani, que j'ai gardé jalousement chez moi. Quand tu tiens une promesse, je note. Vous voyez? Donc, on peut faire comme ça avec toutes les institutions, pour que, voilà, à la fin, ça constitue un baromètre. Pour évaluer le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons, et c'est ça justement que nous réclamons chaque jour, nous, la jeunesse active. Voilà, plus de transparence, plus de clarté, voilà, plus de communication et plus d'impact. Et vérifiable. C'est ce que nous faisons. Et vous voyez qu'il faut de l'énergie, il faut être passionné, il faut la vigueur. Il faut la vigueur. Donc il ne faut pas nous combattre, au contraire, il faut nous encourager et il faut nous donner des conseils. La fois passée, ce que nous avons fait à l'année, la fois passée,
On a fait la même chose pratiquement avec notre professeur, notre cher professeur Victor Tokpanou, qui a fait une dernière sortie dernièrement, qui a dit qu'il nous comprend que nous sommes les représentants du pays, même si ce n'est pas le bas. Hein, et par le haut, c'est le président, le ministre des Affaires étrangères, et qu'il nous a donné des conseils, voilà, de ne pas souvent aller un peu trop en besoin sur les panels, etc., etc. Et nous avons compris. Et il a même dit qu'il ne portera, que d'autres peut-être allaient porter plainte contre, mais lui ne le fera pas. Et nous avons fait des vidéos en disant franchement qu'il a montré une élégance envers la jeunesse, nous l'avons remercié. C'est dire que nous avons besoin d'encadrement, nous avons besoin de conseils. Nous sommes jeunes, nous ne connaissons pas tout. Mais nous voulons certainement tisser notre corde au bout de l'ancienne corde. Très bien. Voilà. Malheureusement, nous sommes au terme de nos discussions. Ghislain Arouka, votre mot de fin. Okay, merci, monsieur le journaliste, de nous avoir accordé votre plateau. On en avait besoin parce que jusqu'à présent, il y a de nos aînés qui ont du mal à se mélanger avec nous sur TikTok. Il faut de temps en temps passer chez vous pour nous exprimer aussi. Moi, je voudrais dire à la jeunesse béninoise de prendre parole, de parler politique. D'abord, le principe est simple. Chacun est libre de parler ou de ne pas parler. Mais si vous sentez le besoin de prendre la parole, prenez la parole. Identifiez vos convictions, vos combats et exprimez-les. Le Bénin en a besoin. On a besoin des jeunes qui s'expriment. Et bien. Très bien. Il faut peut-être travailler sur nous, aller à l'école, s'inscrire dans une dynamique de respect, de discipline, savoir choisir ses mots. Tout à fait. Mais il faut prendre la parole. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes juriste et vous comprenez bien, il faut pouvoir être discipliné, comme vous le dites si bien. Oui. Alors, mon mot de fin, déjà, merci beaucoup de nous faire place sur votre plateau. Et une fois n'est pas de coutume, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voyez que ça s'est passé comme sur nos panels? Vous voyez, nous avons été respectueux, nous avons respecté le format de l'émission, nous nous sommes laissés parler, nous nous sommes laissés entendre. C'est dire que chaque endroit avec ses manières de faire. Si c'était un live, ça n'allait pas se passer comme ça. J'allais vous couper, vous relancer. Chaque milieu avec son game, comme on le dit. Ce n'est pas parce qu'on nous voit tout le temps live, dans des postures, des manières données, que nous ne sommes pas capables de faire ce que les autres font. La BP nous avons fait une très belle émission tout à l'heure. Donc, un message à cette jeunesse aussi pour dire que nous n'avons pas besoin d'être sur la même longueur d'onde ou bien d'être dans les mêmes chapelles politiques. Mais certainement, il faut que nous parlions, que nous montrions à nos aînés que nous sommes prêts à prendre la relève demain. C'est ce que nous faisons et nous voulons être plus nombreux que ça. Que rien ne les décourage. Demain, c'est nous. Très bien. Merci beaucoup à vous, Geoffroy Tanga. Vous êtes juriste, vous êtes donc activiste politique. Merci à vous, Ghislain Arouka, activiste politique et juriste également. Merci pour la disponibilité. Ce ne sera pas le premier et le dernier. Hein? Non, nous sommes toujours prêts à venir. En tout cas, et puis tous les autres compères aussi, nous sommes disposés à pouvoir vous recevoir et vous entendre sur des questions relevant de l'actualité, puisque c'est important donc de porter sa voix, d'apporter de sa clairvoyance, sa lucidité, j'allais dire, bien évidemment, au regard de la dynamique de l'actualité. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre pour le compte de ce numéro de Regard croisé. Je recevais pour vous, donc, Ghislain Arouka et puis Geoffroy Tanga. Allez, nous allons nous retrouver très incessamment sur Matin Politique, peut-être, ou sur Regard croisé aussi. Restez-nous fidèles. À bientôt.